Bienvenue à ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance, parce qu'aujourd'hui, on va parler de 3 faux messages qu'on voit souvent véhiculés à travers les réseaux, dont les sujets se rapportent à la faim, on a la volonté et l'importance de l'exercice dans un plan pour la réalisation de nos objectifs. Mais pourquoi est-ce que ce sont des faux messages? On le découvre à l'instant. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Le premier concept qu'on voit malheureusement sur les réseaux sociaux, c'est l'idée de « quand t'as faim, mange pas ». C'est souvent véhiculé par un message du genre « quand t'as faim, mange pas parce que c'est là que tu vas prendre du gras » ou « quand t'as faim, peut-être que c'est intéressant de prendre de la caféine à la place de manger parce que ça coupe la faim ». Fait que c'est dans le fond, c'est utiliser des stratégies quand t'as vraiment faim pour éviter de manger et donc pour éviter d'avoir de l'énergie. Donc des calories, tout le kit. Fait que, tu sais, même, il y en a qui vont dire bois de l'eau à la place de manger ou ce genre d'affaires-là. Tu sais, c'est que c'est des conseils qui peuvent être très néfastes pour beaucoup de personnes puis qui sont difficilement applicables. Tu sais, c'est très facile à dire puis c'est pas vraiment quelque chose que je conseillerais. Ah, t'as faim, ton ventre il gargouille, how about tu manges juste pas? Ça ne serait pas nécessairement le conseil. Je pense que il y a aussi des petits points physiologiques à prendre en considération avec la faim, avec ton ventre qui gargouille, qui te donne le signe que peut-être que c'est le temps de manger. Souvent, c'est pas nécessairement les signaux de faim peuvent être problématiques chez certaines personnes, mais je pense que c'est beaucoup manger émotivement, ce genre d'affaires-là qui va faire en sorte que tes calories vont monter vite puis que tu vas faire des choix qui sont un petit peu moins en lien avec tes objectifs. Mais en tant que tel, quand tu as faim, c'est peut-être une bonne chose de manger dans certains contextes. Puis le point aussi, c'est un point en lien avec la privation qui n'est pas non plus comme positif pour certaines personnes, pour la majorité des gens, mettons. Ouais. Puis il y a des nuances justement à apporter à ça. Puis ce qui arrive, c'est que c'est très noir ou blanc. Tu sais, t'as faim, mange pas. Ou t'as faim, il faut absolument que tu manges. Il y a aussi l'inverse. Et dans le fond, quand on a un signal de faim, ça veut quand même dire qu'il y a une problématique, entre guillemets. Puis est-ce que cette problématique-là représente un danger? Pas nécessairement. Fait qu'il faut comprendre c'est quoi les types de faim qu'on a, puis ça demande beaucoup quand même de l'expérience puis des connaissances pour y arriver. Fait qu'aujourd'hui, on va quand même vous partager un peu là, par rapport à ça. Donc, il y a différents types de faim dans le corps. Moi, aujourd'hui, je vais m'attarder juste sur 2, puis ça va être la faim qui est physiologique, qui est mécanique d'une certaine manière, puis on a la faim qui est émotionnelle. Et la faim mécanique, ça c'est physiologique, c'est vraiment une faim lorsque justement on n'a plus d'aliments qui sont dans notre processus, dans notre estomac mécaniquement, puis on n'a plus rien, on a beaucoup moins de nutriments aussi qui sont présents dans notre tract digestif. Fait que là, on va avoir des signaux de la part de notre corps disant que OK, mais là, je n'ai pas de nourriture à tirer des nutriments, à digérer, à absorber. Donc, on va avoir une faim qui va être représentée surtout par des signes qui sont physiques. Donc, justement, le fait d'avoir la sensation de l'estomac vide, on va avoir des gargouillements, pardon. Donc, on va vraiment avoir une faim qui est mécanique. Et dans ce temps-là, c'est une faim que justement, notre corps nous envoie littéralement un signal de « OK, mais il est vide, donne-moi de la nourriture ». Fait que ça, c'est un premier type de faim. Par la suite, on a une faim qui est plus émotionnelle. Et ça, c'est une faim qui n'est pas nécessairement dictée par des signes qui sont mécaniques, mais plus par des perceptions, des sentiments, des sensations. Fait que par exemple, ça va beaucoup être lié à la gestion du stress, comme par exemple, hey, je vis un événement qui est stressant dans ma vie, comme par exemple, je vis une rupture, je vis un break-up, puis là, hey, j'ai envie de manger un gâteau au chocolat pour me rassurer parce que ça va me faire du bien, je vais me sentir bien avec. Fait que l'objectif, là, c'est pas de combler vraiment une faim parce que mon ventre est gargouillé, mais plus comme, hey, émotionnellement, j'aurais besoin d'un support, puis je sais qu'après mon gâteau, je vais me sentir bien. Fait que là, on voit qu'on a 2 types de faim. Par contre, dans tous les cas, quand on a une faim, ça veut dire qu'on a une problématique. Fait que pour notre corps, si je manque de nourriture ou il y a cette sensation-là, ça veut dire que là, je vais avoir un signal de faim, mais aussi quand c'est émotionnel. Et ignorer cette faim-là, ça ne sert pas justement la cause parce que oui, on a tous un peu de volonté qui nous permet de dire « Ah, j'ai beau avoir faim, c'est correct, je vais passer au travers, mais un moment donné, si tu as trop faim, tu vas perdre contre tes propres signes de ton corps. »
C'est souvent ça la problématique, c'est que les gens, à cause d'un genre de message comme ça, vont juste se priver et donc vont sous-manger. Mais concrètement, sous-manger pendant une semaine, c'est une chose. Tu risques de perdre beaucoup de poids, en fait, rapidement. Puis ça a l'air de fonctionner sur papier. Mais là, après, la semaine d'après, tu commences à avoir des cravings incroyables où ça n'a pas de sens, où tu mangerais ton chat. Genre, tu sais pas quoi faire. Tu as juste faim. Puis c'est normal, c'est parce que le corps, il surcompense avec ce que tu lui as fait faire pendant une semaine. Fait que là, c'est rendu que tu manges des 3000 calories, des 4000, tu t'en fous, tu as des rages alimentaires parce que tu t'es tellement privé pendant longtemps. Fait que le point, c'est que c'est pas quelque chose qui va vraiment amener des résultats sur le court terme. Puis je trouve que les gens, des fois, qui véhiculent ce message-là de comme si t'as faim, mange pas, ça va aussi être les gens qui vont te responsabiliser toi quand tu n'arrives pas à remplir ce plan de match-là. Fait que concrètement, tu vas manger ton 1000 calories pendant genre une semaine, puis là, tu vas avoir fucking faim, mais c'est pas grave, tu vas toffer ça. Puis là, ça va fonctionner pendant une semaine, puis là, après, ça fonctionnera plus parce que c'est pas réaliste, puis après, la personne va être comme, ben, t'avais juste à suivre le plan, parce que quand tu suivais le plan, ça fonctionnait, tu comprends? Fait que c'est aussi un discours qui est très difficile, c'est de trouver une façon de manger aussi assez de volume, assez de calories, malgré le fait que tu es en déficit. Fait que c'est pas quand t'as faim, mange pas, c'est quand t'as faim, pose-toi des questions. Regarde dans ta structure alimentaire comment tu peux la placer pour que ça fonctionne pour toi. Est-ce que tu manges assez de volume? Est-ce que les aliments que tu choisis sont faibles en calories avec un haut volume pour que ça veux pas pour que ça prenne de l'espace dans ton estomac pour pas que tu aies faim rapidement? Est-ce que tu bois assez d'eau pour pas avoir l'effet de satiété? Ben, pour avoir un effet de satiété, est-ce que tu dors assez pour avoir un effet de satiété? Tu sais, c'est toutes des choses à prendre en considération plus que, hey, quand t'as faim, mange pas. C'est ça la problématique avec cette façon de penser-là. Et justement, d'une certaine manière, les deux principaux ennemis dans ce contexte de perte de gras, c'est la faim et la gestion émotionnelle, la gestion du stress. Donc, si on ignore complètement la faim puis on n'essaye pas activement de trouver des stratégies qui sont durables pour justement prévenir la faim, mais ça va rendre le processus encore plus difficile. Parce que souvent, on se dit, hey, on a de la volonté, on doit mériter le fait de perdre du gras. Mais si je vous proposais deux manières, puis il y en a une justement qui comblerait votre faim, parce que justement, on va prioriser, comme tu dis, des aliments qui sont plus denses, moins denses en calories, pardon, mais avec plus de volume, ben, si tu sens pas la faim, tu vas avoir beaucoup moins d'impulsivité. Ça va être une stratégie qui va être beaucoup plus gagnante. Donc, l'ignorer puis dire « Ah, ben c'est une question de comme il faut le vouloir, sinon bois du café », ça nuit vraiment puis ça ne nous prépare pas aux futurs problèmes qu'il va avoir des opportunités, des moments où est-ce que tu vas avoir faim. Puis je termine un peu là-dessus en disant aussi que, dépendamment du background où est-ce qu'on vient, on a une réponse différente à la faim. Fait que des personnes qui vont être capables de l'ignorer puis d'autres personnes que ça va être beaucoup plus difficile. Et justement, si on a tous entendu déjà parler que si tu vas faire l'épicerie le ventre vide, mais tu vas acheter plus compulsivement, par exemple. Mais est-ce que tu vas dire, ben, je prends juste un café, puis là, je vais pas à l'épicerie ou des affaires du genre? Bref, c'est des différences qu'on a tous, puis dans différents contextes, qui fait que la faim, il faut apprendre d'une certaine manière à la gérer. Puis on n'est pas tous pareils là-dessus. Puis c'est juste illogique de faire comme t'as faim, mange pas. Tu sais, si la solution à perdre du gras, c'était juste mange pas, ben on va tout pas manger, puis ça marche pas de même. C'est plus ça, overall. Puis justement aussi, je tiens à préciser dans un contexte de déficit calorique, la faim, c'est quelque chose qui peut être normal, dans le sens qu'on va ressentir la faim parce qu'on a moins de calories. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit juste vivre avec. On peut trouver justement des solutions pour la diminuer, mais la faim, ce n'est pas une urgence non plus. Ce n'est pas un danger pour notre corps, la faim. Fait que je tiens à rajouter ça quand même à la fin en petite note, là. On va naviguer un petit peu plus vers le deuxième point. Puis là, c'est un point qui, c'est pas nécessairement une phrase que les gens ont tendance à dire, puis c'est pas directement que c'est un message qui est véhiculé. En fait, c'est juste que sur les réseaux sociaux, à la base, les gens qui font des vidéos, c'est beaucoup sur les exercices. Fait quel exercice va t'amener ça? Quel exercice est le meilleur pour perdre ton ventre? Ou quel exercice est le meilleur pour bâtir ça? Fait que ce qui fait en sorte qu'on met énormément d'emphase sur l'exercice et très peu d'emphase sur le reste. Sur qu'est-ce que ça prend, sur l'alimentation, sur l'entraînement. Donc, moi qui commence l'entraînement et qui me dit, bon, mais je vais aller voir certains coachs, qu'est-ce qu'ils disent, puis c'est tout le temps l'exercice qui te permet de ça, l'exercice qui te permet de ça. Bien, c'est facile pour moi de voir que la seule importance qu'il y a, c'est l'exercice. Alors que la majorité de l'importance, évidemment, l'exercice est important, mais la majorité dans une transformation physique, ça reste l'alimentation, le sommeil, ce genre d'affaires-là. Tu peux rien faire sans ces facettes-là. Donc, je trouve que
c'est aussi normal. Je pense que c'est ce que les gens aiment voir, des vidéos d'exercice ou un exercice magique qui peut tout faire, mais ça enlève quand même du reste qui est peut-être un petit peu moins sexy, je peux dire ça comme ça. T'sais. C'est pas nécessairement intéressant de dire à quelqu'un, il faut que tu manges tout le temps un nombre de calories dans les approximatifs pour réussir à perdre du gras, parce que c'est moins sexy que cet exercice te permet de faire ça. Tu sais, on se souvient, en tout cas peut-être qu'on se souvient pas, mais moi quand j'étais plus jeune, l'annonce du Abdower Twist, où la personne qui faisait des abdos, puis il était jacked, il était ses stéroïdes raides, puis il était comme... Le Abdower Twist a permis à cette personne-là d'avoir l'air de ça. Fait que ça me met l'emphase que c'est un exercice qui fait que tu peux avoir l'air de ça. Mais tu penses vraiment que c'est un exercice? C'est 10 ans d'entraînement, c'est des produits on the side, c'est une alimentation top-notch, c'est tout ça, tu comprends? Fait qu'il faut aussi en prendre en considération que c'est pas volontaire. Je pense pas que les gens, si tu leur demandes comme individuellement, est-ce que c'est juste les exercices qui comptent? C'est juste qu'à force de véhiculer des messages qui sont toujours en lien avec les exercices, le reste perd de sa valeur. Exactement. Puis une phrase qu'on entend souvent aussi, c'est manger moins, bouger plus, d'une certaine manière. Puis souvent, on va associer le manger moins comme étant manger santé. Fait comme souvent, on oublie ce facteur. Puis on est comme, ah, mais moi, je suis pour quelqu'un qui mange santé, en faisant fi là, de tout ce qui est calories, bien entendu. Fait que moi, je mange santé. Fait que je vais me concentrer sur bouger plus. Par contre, une chose que les gens réalisent pas, c'est que c'est quand même un consensus au niveau de la communauté scientifique que l'exercice physique à lui seul est une méthode inefficace pour perdre du poids et perdre du gras. Ce n'est pas un outil qui est durable dans le temps parce qu'il y a différents mécanismes qui rentrent en action et le coût de l'effort est très élevé pour obtenir un déficit calorique ou une dépense en énergie supplémentaire grâce à l'activité physique. Et si on se fiait à juste nos signaux de corps puis on faisait juste bouger, mais ça se peut que le fait de bouger plus, ton corps il se dise ben, j'ai besoin de plus de nutriments pour compenser justement cette différence en énergie. Donc, je pense que c'est pas assez véhiculé quand même que l'exercice physique à lui seul n'est pas une méthode efficace pour perdre du gras. Il faut des changements nutritionnels. Et en fait, les changements nutritionnels seuls sont suffisants pour créer une perte de gras et les meilleurs résultats au niveau de la composition corporelle, ça veut dire qu'on aussi au niveau du maintien de la masse musculaire et de la perte de gras, les impacts sont plus positifs quand on a une stratégie qui vise la nutrition et l'entraînement ensemble. Donc, il faut vraiment... En 2025, je suis encore en fait surpris de voir autant de vidéos qui disent « Faites cette routine-là le matin pour avoir des abdos ». Souvent, on a aussi cette confusion-là, justement, que les abdos, on entend souvent que c'est des choses qui sont faites dans la cuisine, d'une certaine manière. Puis, dans le fond, il faut voir que développer ses abdos, c'est une chose qui est faite par l'entraînement, puis réduire son pourcentage de gras pour les rendre visibles, c'est aussi une autre chose. Il faut aussi prendre en considération que le but de chaque personne sur les réseaux sociaux, c'est que leurs vidéos y pognent. Puis comme tout le monde veut quand même être en mesure de voir des exercices, puis voir, mettons, les exercices qui vont donner les abdos, ce que les gens vont faire, c'est plus de vidéos comme ça. Puis même les gens qui sont éduqués, des fois, sur ce domaine-là, des fois, vont avoir tendance à outrepasser ça en se disant « Je vais faire une vidéo, voici ce que tu dois faire pour avoir des abdos, puis je vais écrire « Regarde dans ma bio. Regarde ce que j'ai écrit dans la bio du vidéo. » Comme ça, dans la bio du vidéo, ça va être écrit « Il faut aussi bien manger. » Mais tu sais, le point, c'est que tu t'en sauves pas, puis tu fais quand même partie du problème, parce que tout ce que tu veux faire, c'est faire une vidéo pour faire réagir les gens. Et donc, par défaut, ben, tu contribues à ce mouvement de pensée qui va vers là. Parce que, comme je disais tantôt, c'est moins sexy de parler de tout ce que ça prend de side. Fait que les gens vont juste faire les vidéos qui savent que ça va pogner. Fait que ça contribue à divulguer un message qui est comme très... qui n'est pas nécessairement à 100% vrai. Exact. Et qui manque beaucoup de nuances, d'une certaine manière. Exactement. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Point 3, c'est un point totalement différent, puis c'est un point qui est malheureusement véhiculé sur les réseaux sociaux, c'est que, mettons, tout ce que tu as besoin pour perdre du gras, c'est de la volonté. Puis qu'à un certain point, c'est pas parce que tu manques de temps, c'est parce que tu trouves pas le temps, parce que c'est pour toi pas une priorité. Puis la réalité là-dedans, c'est que tu vas avoir un nom, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la volonté de le faire. Mais pourquoi? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Prenons les entraîneurs
ou moi puis Simon, par exemple, c'est facile pour nous d'avoir le temps, d'avoir la volonté de le faire parce qu'on travaille dans un gym. Parce que notre travail, c'est de prendre soin de notre corps, c'est de s'assurer que nos clients prennent soin de leur corps et de leur santé. On doit être un exemple pour ça. On a le temps dans notre horaire d'allouer pour les entraînements à chaque jour. Parce qu'on est dans un gym, on a juste à sortir du bureau, puis on a toutes les machines devant nous. Fait que c'est vrai, ça serait facile de dire, ben regarde, nous, c'est parce qu'on a la volonté. Mais on a tout devant nous, qu'il n'y a pas d'obstacle pour être sûr à 100% qu'on est capable de le faire. Prends l'exemple totalement différent de quelqu'un qui travaille 60 heures semaine, il y a 3 enfants à nourrir, il y a une maison à payer, il y a ça. Ça serait un petit peu hypocrite de dire « Ouais, mais c'est parce que tu manques de volonté. Ouais, mais c'est parce que tes priorités ne sont pas à la bonne place. » Non, il y a autre chose que toi à take care. Est-ce que ses priorités ne sont pas à la bonne place parce qu'il prend soin de ses enfants au lieu d'aller s'entraîner? Pense-y, là, c'est-tu vraiment, c'est très ironique, là. Il prend soin de 3 autres individus, puis on lui dit que ses priorités sont pas à la bonne place. C'est pas juste ça. On a tous des modes de vie totalement différents, on a tous des choses différentes à prendre soin. Fait que tu peux pas dire nécessairement, parce que tu veux pas perdre du poids, c'est pourtant facile, tu manques juste de volonté. Je sais pas si t'es d'accord. Oui. Ben, clairement, je sais que t'es d'accord. Oui, je suis d'accord avec ça, bien évidemment. Et c'est là que j'aime amener justement un peu plus de détails par rapport à c'est quoi la volonté en tant que telle. Puis la volonté, c'est vraiment le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et j'aime ça dire que c'est comme une batterie d'une certaine manière. On a une quantité limitée de volonté qu'on peut débourser, qu'on peut dépenser dans une semaine. Donc, quelqu'un justement qui a énormément de responsabilités, mais pour lui, sa batterie va être plus faible. Fait qu'aller au gym, se déplacer pour 1 heure et demie, puis après de savoir qu'il va avoir besoin de faire la nourriture pour les enfants, puis etc., bien malheureusement, sa batterie, il n'y a pas beaucoup de volonté à distribuer parce que c'est quand même d'autres priorités. Puis on a tous une quantité d'efforts justement limitée qu'on peut fournir dans une journée. Et c'est irréaliste justement de s'attendre à ce que tout le monde ait la même volonté. Et encore une fois, ça dépend aussi du contexte. Si je reprends plus l'exemple au niveau de la faim qu'on a abordé tantôt, si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir une meilleure relation avec la nourriture, par exemple, puis toi, tu es comme, OK, quand j'ai faim, je suis capable de dire non. Mais pour toi, si je te mets un muffin devant toi, ça va peut-être te coûter, mettons des chiffres comme ça, 2 de volonté sur 10 pour résister. Par contre, quelqu'un d'autre qui a travaillé toute la journée, il y a eu une journée qui a été épuisante au travail, il a vécu beaucoup de stress, puis j'y présente le même muffin, mais lui, ça va peut-être lui coûter 8 sur 10 de volonté pour pouvoir résister à ça. Fait que c'est une manière de visualiser que dépendamment du contexte, dépendamment de où est-ce qu'on vit, de quel environnement on est, puis quelle responsabilité on a, ben toute action a un coût d'effort et un coût de volonté qui est différent. C'est pas bizarre, en fait, c'est totalement logique que ça soit comme ça, mais en même temps, c'est tout le temps les jeunes de 20, 23, 18, qui n'ont pas nécessairement d'autres priorités qu'eux-mêmes, qui vont dire aux autres qui sont plus vieux, qui ont des enfants, mais là, si tu voulais, tu pouvais, c'est juste une question de volonté. C'est facile, c'est très facile quand tu as juste toi-même à prendre soin. Tu as juste toi à t'occuper. C'est pas comme ça pour tout le monde. Fait que, ceci étant dit, est-ce que ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est super défaitiste, puis les gens qui ont des enfants, puis tout le kit, ils devraient même pas penser à bouger? Non, pas du tout, c'est pas ça le point. Sauf que c'est normal de prendre en considération que ça va être plus difficile pour eux d'entamer quelque chose comme ça. Puis l'idée derrière l'entraînement, puis ce que les gens ont tendance à avoir, c'est que si, mettons, je fais 30 minutes par jour, 3-4 jours semaine, c'est que c'est pas assez, puis je veux pas le faire à moitié. Mais l'entraînement, c'est pas quelque chose c'est pas assez. C'est dès que t'en fais, c'est mieux que si t'en faisais pas. Fait que c'est pas comme, je vais pas faire 30 minutes parce que apparemment c'est mieux 1 heure. C'est mieux 30 minutes qu'1 heure. C'est mieux 30 minutes, excuse-moi, que 0 minutes. Tu comprends? Fait que à ce moment-là, fais-le. Puis je pense que c'est ça qu'on a de la misère à faire pour commencer. C'est que si tu sais qu'en ce moment, ça te prend justement, comme Simon disait, 8 volontés commencer à t'entraîner. Mais si tu mets la routine dans ton horaire, d'être en mesure de t'entraîner 3 fois 30 minutes, après 2 mois que tu fais ça puis que tu as vu les bienfaits, penses-tu que la volonté va être plus ou moins quand tu vas vouloir rajouter une journée d'exercice? Ça va être moins. Peut-être que là, tu vas voir les bienfaits, fait que ta volonté elle va être 5 sur 10 parce que tu sais les bienfaits que ça va t'apporter en la rajoutant. Fait que plus que tu le fais, plus que tu vas être en mesure de voir la valeur et donc, ça va être plus facile de l'intégrer plus. Mais si tu essaies de commencer ça 6 fois semaine, 1 heure de temps, il y a des bonnes chances que tu vois ça, genre 12 volontés sur 10 de le faire, puis tu n'as pas la volonté à ce moment-là, tu n'en as pas assez. C'est normal. Mais c'est pour ça qu'il faut
pour y aller graduellement. Tu sais. Exactement. Puis souvent, justement, un peu comme tu disais, les gens ils pensent que ça va être inutile de juste faire des plus petites actions. Mais on a tous entendu la phrase, on est 1% meilleur chaque jour. Mais justement, l'effort que ça demande d'être 1% meilleur chaque jour est beaucoup moins que si je dis hey, aujourd'hui, je suis 100% meilleur qu'hier. Ouais. Fait que faire 2 fois plus d'entraînement d'une journée à l'autre, c'est pas nécessairement ce qui va t'aider au long terme. Et justement aussi, souvent, les gens, on sent une certaine... On a une fierté de dire qu'on s'entraîne 4 fois semaine, mais si on s'entraîne 2 fois semaine, on peut avoir des super bons résultats aussi. Alors, pourquoi est-ce que souvent on va être bloqué? C'est parce qu'on veut un idéal qui est comme hey, mais 4 semaines, c'est mon culturiste préféré qui s'entraîne de même. Lui, il m'a dit, ou cette personne-là, ses réseaux m'a dit hey, si tu veux développer le plus de résultats, ce serait absolument 4 semaines qu'il te faudrait. Mais on oublie tout le temps que la base de la pyramide pour des changements, c'est l'adhérence. Fait que si tu fais 4 fois par semaine juste pendant un mois, puis après, tu es comme ah, j'ai plus la volonté, c'est bien trop difficile. Ben, tu auras juste eu ce laps de temps-là. Tandis que si tu avais fait 2 fois par semaine pendant 6 mois, hey, mais les changements, ils auraient été incroyables parce que tu t'es pas donné le temps de le faire. Oui, puis c'est un bon point parce que je le vois quand même quand je parle aux gens. Si, mettons, la personne s'entraîne 4 fois semaine, 5 fois semaine, elle va être contente de me dire qu'elle s'entraîne 4-5 fois semaine. Mais la personne qui s'entraîne 2 fois semaine va dire je m'entraîne 2 fois semaine et il va insérer une justification directement après. Comme si je m'attendais à ce qu'ils me disent 2 fois semaine puis que je le juge parce que c'est pas assez. Le point, c'est que si c'est assez, c'est tout ce que tu peux faire pour l'instant, c'est parfait. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir une justification. Ah, c'est 2 fois semaine parce que j'ai 8 enfants. Ouais. Non, c'est juste parce que comme c'est ce que tu peux faire live, puis tant mieux, c'est correct. Si tu m'avais dit 0, j'aurais moins aimé ça que si tu me dis 2. Tu sais, ça, c'est sûr à 100%. Fait que chaque chose en son temps, puis il ne faut pas nécessairement se mettre trop de pression là-dessus. Tu sais, il faut juste le faire. Puis il ne faut pas non plus se juger pour avoir moins de volonté que certaines autres personnes. C'est normal. Puis regarde avec qui tu te compares aussi. Tu sais, parce que les gens sur les réseaux sociaux, si tu es un fitness influencer, c'est ça ta vie. C'est 100% ça, sa vie. C'est de s'entraîner, d'avoir l'air beau, puis prendre des photos dans le miroir. Tu sais, c'est pas la même affaire, là. Toi, tu t'en vas t'entraîner, puis imagine, tu fais de la construction 60 heures semaine, t'es brûlé raide, là. Ta vie, c'est pas prendre des photos, là. Puis je dis pas que c'est juste ça, le travail, mais reste qu'il y a une grande partie que c'est ça. Fait que c'est pas pareil, c'est pas des mêmes contextes, puis tu manques pas de volonté, c'est juste qu'elle est placée ailleurs. Exact. Puis la volonté, c'est quelque chose qui va changer aussi au cours d'un processus. Fait qu'il n'y a aucun mal que pendant une période de temps, ce soit comme 3 fois semaine, tu fais attention à ta nutrition, tu fais du meal prep, etc., mais que malheureusement, tu vis un changement dans ta vie. Puis là, malheureusement, ça va être 2 fois par semaine. Tant que tu n'arrêtes pas, puis que tu as quand même un objectif qui est en tête, puis qui s'en va dans la bonne direction, bien même si tu réduis les actions, ça va peut-être te prendre juste un peu plus de temps, mais au moins tu vas être en accord avec toi-même puis ta réalité. Puis souvent, c'est ça que les gens ils reprochent. C'est comme « Ah, mais c'est facile de s'entraîner 4 fois par semaine. C'est facile de faire du meal prep. » Mais on a tous des enjeux qui sont différents. Puis tout ne revient pas nécessairement à la volonté. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas une responsabilité derrière ça à tenir. Mais il faut que ce soit honnête parce que sinon, c'est vraiment aussi irresponsable de s'en mettre trop sur les épaules. C'est niaiseux, mais comme pour moi, c'est facile de s'entraîner 5 fois semaine. Est-ce que ça veut dire que c'est facile de s'entraîner 5 fois semaine? Pour une mère de 2 enfants ou quelqu'un qui a élevé 2-3 enfants, c'est facile pour elle élever des enfants. Est-ce que je l'ai pour moi? Non! Fait que c'est ça le point, c'est qu'on a des skills différents en fonction de notre vie, puis c'est totalement normal. Faut juste pas. Tu sais, la mère va pas shamer quelqu'un qui a pas d'enfants parce qu'il sait pas élever des enfants. Fait que pourquoi tu fais la même chose? Pourquoi tu fais l'inverse? C'est juste ça le point. Fait que c'est souvent des faux messages là, qui sont véhiculés puis qui sont vraiment en fait tout simplement orientés dans un extrême, vraiment noir ou blanc plutôt qu'avoir des nuances. Puis sachez que souvent lorsqu'on s'identifie à des extrêmes, bien, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se situent dans les extrêmes. Puis on pourrait littéralement mettre nous en tant qu'entraîneurs, kinésiologues directement dans un extrême parce que pour nous, c'est plus facile de faire certaines choses, par exemple. Donc, souvent, c'est des propos qui manquent de nuances. Fait que si tu es quelqu'un qui se sent beaucoup affecté par ça, justement, puis tu sais pas y voir clair entre, ben n'hésite pas à nous écrire parce que nous, notre objectif, c'est quand même de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois, puis s'assurer que les gens sentent qu'ils ont des chances aussi de réussir leurs objectifs. Fait que s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à nous écrire. Vous pouvez écrire directement à coachj.knvl sur Instagram ou à moi-même coachsim.knvl et on se voit pour un prochain épisode.